devant tous nos amis réunis à Lyon, mon mari a levé sa coupe de champagne. Mais ce n'était pas pour célébrer nos 15 ans de mariage. C'était pour annoncer notre divorce et présenter sa maîtresse. Il pensait m'anéantir, me voir m'effondrer en larmes. Il ignorait que j'avais, moi aussi, une annonce à faire. Une annonce qui allait transformer sa soirée de triomphe en son pire cauchemar. Voici comment cette nuit, qui a changé ma vie, a réellement commencé. Mais avant de vous raconter tous les détails de cette soirée inoubliable, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'ai hâte de vous lire. Je m'appelle Chloé, et jusqu'à cette fameuse soirée, je pensais avoir une vie presque parfaite. À 40 ans, j'étais une experte en art reconnue, passionnée par mon travail dans une petite galerie prestigieuse de la Presqu'île, à Lyon. J'étais mariée depuis 15 ans à Thomas, un avocat d'affaires charismatique et brillant. Nous vivions dans un magnifique appartement sur les hauteurs de Fourvière, avec une vue imprenable sur la ville lumière. Sur le papier, nous étions le couple idéal. Mais le papier, comme on le sait, peut cacher bien des fissures. Depuis plusieurs semaines, un sentiment diffus d'angoisse m'envahissait. Thomas était devenu distant, presque étranger. Lui qui était autrefois si attentif passait ses soirées plongé dans son téléphone, le visage fermé. Il y avait ces réunions tardives, qui se multipliaient, ces dîners d'affaires, dont il revenait avec une odeur de parfum que je ne connaissais pas. Quand je tentais de lui en parler, il balayait mes inquiétudes d'un revers de main, m'accusant d'être paranoïaque, fatigué par le travail. Il me faisait douter de ma propre intuition. L'organisation de cette fête surprise avait été le summum de son étrange comportement. Il avait tout orchestré en secret, réservant notre restaurant préféré, un établissement étoilé sur les quais de Saône, où nous avions célébré tant de moments heureux. C'est pour nos 15 ans, ma chérie, m'avait-il dit avec un sourire qui, je le vois maintenant, était complètement faux. Je veux que ce soit inoubliable. Le matin même de la fête, le premier signal d'alarme concret est apparu. J'étais en ville pour lui acheter une montre vintage qu'il désirait depuis longtemps. Au moment de payer, notre carte de crédit commune a été refusée. Solde insuffisant, a dit la vendeuse, visiblement gênée. J'étais mortifiée. J'ai appelé Thomas, la voix tremblante de confusion. Il a ri nerveusement au téléphone. Oh, ce n'est rien, ma puce. Juste un bug informatique de la banque. J'ai fait un gros virement ce matin, ça a dû tout bloquer. Ne t'inquiète pas, utilise ta carte personnelle. J'ai voulu le croire. J'ai payé avec ma propre carte, mais ce sentiment glacial au creux de mon estomac ne m'a plus quitté. C'était un mensonge, je le sentais. C'était un acte délibéré, un premier pas dans son plan pour me déstabiliser. Malgré tout, une petite partie de moi s'accrochait encore à l'espoir. Peut-être que je me trompais. Peut-être que cette fête était vraiment sa façon de raviver la flamme. Pour cette soirée, j'avais choisi de porter une robe en soie vert émeraude, celle qu'il m'avait offerte pour mon anniversaire 2 ans plus tôt, en me disant qu'elle faisait ressortir la couleur de mes yeux. C'était ma façon à moi de lui tendre la main, de lui montrer que j'étais prête à pardonner ses absences, à reconstruire ce que nous avions perdu. En arrivant au restaurant, mon cœur s'est serré. Ils étaient tous là. Nos amis les plus proches, nos témoins de mariage, ses associés, mes collègues de la galerie, et même ma mère, qui avait fait le déplacement depuis Annecy, élégante et souriante. L'ambiance était électrique, pleine de rires et de conversations animées. Thomas est venu m'accueillir, m'embrassant sur la joue. Son contact était froid. Il a passé son bras autour de ma taille, me guidant au centre de la pièce. Il jouait le rôle du mari aimant à la perfection, mais ses yeux gris étaient durs comme de l'acier. Il a fait teinter son verre pour attirer l'attention. Un silence s'est fait. Tous les visages se sont tournés vers nous, souriant, attendant le discours émouvant d'un mari célébrant son amour. Il a commencé, sa voix d'avocat, claire et assurée, résonnant dans la salle. Mes chers amis, ma famille, merci infiniment d'être venus ce soir. Si je vous ai tous réunis, c'est pour une occasion très spéciale. Une soirée pleine de surprises. Il a marqué une pause, son regard balayant l'assemblée avant de se poser sur moi.
J'ai vu une lueur de triomphe cruelle dans ses yeux. À cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas une célébration. C'était une exécution. Et j'étais la seule à ne pas connaître ma sentence. Le sourire de Thomas s'élargit, mais il n'atteignit pas ses yeux. C'était le sourire qu'il réservait à ses adversaires au tribunal, juste avant de leur porter le coup de grâce. Comme vous le savez, reprit-il, sa voix pleine d'une fausse solennité, Chloé et moi avons partagé 15 merveilleuses années. Il utilisait déjà le passé. Chaque mot était une gifle. Nous avons construit une vie ensemble, voyagé, rêvé. Mais la vie, parfois, nous réserve des tournants inattendus. Elle nous met face à des vérités que l'on ne peut plus ignorer. Je sentais tous les regards sur moi. Certains commençaient à froncer les sourcils, sentant le malaise dans l'atmosphère. Ma mère me fixait, son sourire s'était effacé, remplacé par une inquiétude palpable. Mon souffle se bloqua dans ma poitrine. Je voulais crier, l'arrêter, mais mes pieds étaient comme scellés au sol. J'étais prisonnière de son théâtre macabre. Cette vérité, continua-t-il, c'est que l'amour, le vrai, le passionné, ne se commande pas. Et j'ai eu la chance incroyable de le retrouver. Il fit un signe de la tête vers la foule. Et c'est là qu'elle est apparue. Sophie. Une jeune avocate de son cabinet, que j'avais croisée une ou deux fois lors de dîners professionnels. Elle avait la trentaine épanouie, une chevelure blonde platine et un corps sculptural moulé dans une robe rouge écarlate. Elle fendit la foule avec l'assurance d'une prédatrice, un sourire triomphant aux lèvres. Elle s'approcha de Thomas et il lâcha ma taille pour prendre sa main. Un geste si naturel, si intime, qu'il me glaça le sang. Il la regarda avec une adoration que je n'avais pas vue dans ses yeux depuis des années. Puis, il se tourna à nouveau vers l'assemblée, et vers moi, son regard brillant d'une cruauté froide. Alors ce soir, déclara-t-il d'une voix forte, pour que personne ne puisse en manquer un mot, je suis immensément heureux de vous présenter la femme de ma vie. Sophie. Un silence de mort tomba sur la salle. On aurait pu entendre une mouche voler. Pendant une seconde, personne ne bougea, personne ne respira. Je vis la confusion, le choc sur les visages de nos amis. Puis, Thomas ajouta le coup final. Sophie et moi allons nous marier, dès que mon divorce avec Chloé sera prononcé. Et là, l'impensable se produisit. L'un de ses associés, probablement pour briser la gêne, commença à applaudir timidement. Puis un autre. Et un autre. Bientôt, la salle entière, ou presque, applaudissait. Ils applaudissaient ma chute, la fin de mon mariage, mon humiliation publique. Mes amis, nos témoins de mariage, les gens qui avaient célébré notre union, applaudissaient maintenant sa destruction. C'était irréel. Surréaliste. Mon monde entier s'effondrait au son de leurs applaudissements. Je cherchais le regard de mes amis. La plupart m'évitaient, le visage rouge de honte. Pierre, notre témoin, applaudissait mollement, visiblement mal à l'aise. Mais il applaudissait. Ma mère, elle, était pétrifiée. Son visage était livide, ses mains crispées sur son sac. Je lisais dans ses yeux une fureur glaciale. Elle ne pleurait pas. Elle était prête à tuer. Thomas, rayonnant, leva son verre. Je sais que c'est peu conventionnel, dit-il avec un culot monstre, mais nous voulions partager notre bonheur avec vous tous, nos plus proches amis. L'amour vrai ne supporte ni le mensonge, ni l'hypocrisie. L'hypocrisie. Le mot résonna dans ma tête comme une insulte suprême. Lui, qui m'avait menti pendant des mois, qui avait orchestré cette mascarade pour me détruire, osait parler d'hypocrisie. À cet instant, la tristesse qui menaçait de me submerger se transforma en autre chose. Une colère froide, pure, cristalline. Il pensait m'avoir brisée. Il pensait m'avoir réduite au silence. Il ne savait pas à quel point il se trompait. Il venait de réveiller une partie de moi que j'avais laissée en sommeil depuis trop longtemps. Il venait de signer sa propre fin. Alors que Thomas et Sophie se délectaient de leur moment, savourant les félicitations embarrassées de quelques invités, une force nouvelle monta en moi. Ce n'était pas de la tristesse, ni même de la haine. C'était une clarté absolue. Une détermination glaciale. Il avait voulu un spectacle? Il allait en avoir un.
Mais le rôle principal ne serait pas celui qu'il avait prévu pour moi. C'est à ce moment-là, debout devant eux, que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas être une victime. Mais je suis curieuse. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous quitté la pièce en larmes, ou seriez-vous resté pour vous battre? Dites-le moi dans les commentaires, vos avis m'intéressent vraiment. Je fis un pas en avant, lentement. Le simple mouvement suffit à capter à nouveau l'attention. Les conversations moururent. Tenant toujours ma coupe de champagne, je la levai légèrement. Mon geste était calme, délibéré. J'attendis que tous les regards, y compris celui, soudainement méfiant, de Thomas, soient rivés sur moi. Thomas, mon cher, commençai-je, et à ma propre surprise, ma voix était parfaitement stable. Ferme. Je dois te remercier. Vraiment. Pour cette soirée, pleine de surprises. Je bus une petite gorgée, mes yeux ne quittant pas les siens. Je le vis froncer les sourcils, décontenancé par ma réaction. Il s'attendait à des larmes, des cris, un scandale. Il ne s'attendait pas à ce calme. Tu as raison sur un point, continuai-je, en laissant mon regard balayer l'assemblée. 15 ans, c'est long. 15 ans de souvenirs, de projets, 15 ans pendant lesquels j'ai cru partager ma vie avec un homme droit et honnête. Une tension palpable s'installa. Sophie se rapprocha de Thomas, posant une main protectrice sur son bras. Elle sentait le vent tourner. Mais tu sais, dis-je en me tournant légèrement vers elle avec un sourire que je voulais glacial, le plus grand danger dans une longue relation, ce n'est pas la routine. C'est de croire qu'on connaît l'autre par cœur. De penser que la personne qui partage votre lit est incapable de vous surprendre. Et ce soir, Thomas, tu m'as vraiment surprise. Je fis une pause, laissant le poids de mes mots s'installer. Et puisque nous sommes dans une soirée de grandes annonces et de vérité, il se trouve que le timing est absolument parfait. Car moi aussi, j'ai une petite annonce à faire. Le silence était maintenant total. On pouvait sentir la stupéfaction des invités. Thomas fit un pas vers moi, comme pour m'interrompre, mais je levai une main pour l'arrêter. Non, non. Reste où tu es. Tu as eu ton moment de gloire. Maintenant, c'est mon tour. Je me sentais incroyablement vivante. L'humiliation s'était transformée en pouvoir. La peur avait laissé place à une adrénaline pure. J'avais leur attention. Je les tenais tous dans le creux de ma main. Vous voyez, repris-je d'un ton presque conversationnel, pendant que mon cher époux était très occupé à redécouvrir les joies de la passion avec sa jeune et ambitieuse collègue, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire dans ma vie également. Le visage de Thomas se décomposa. Il commençait à comprendre qu'il avait commis une erreur monumentale. Pas l'erreur de me tromper, non. L'erreur de me sous-estimer. Mon sourire s'élargit, un sourire que je n'avais pas affiché depuis des années. Un sourire de pure assurance. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la bombe que je m'apprêtais à lâcher n'allait pas seulement gâcher leur fête. Elle allait raser leur petit monde de certitudes et de calculs sordides. Je suis sûr que la plupart d'entre vous se souviennent de ma grand-tante, Hélène, dis-je, ma voix résonnant dans le silence tendu. La vieille artiste peintre qui vivait dans le Vieux-Lyon. Celle que Thomas trouvait si encombrante et excentrique. Quelque tétochère. Hélène était une figure locale, une femme libre et passionnée qui avait vécu sa vie sans se soucier des conventions. Thomas l'avait toujours méprisée, agacé par ses visites impromptues et ses opinions tranchées sur son matérialisme bourgeois. Eh bien, ma chère tante Hélène nous a quittés il y a 3 mois, continuai-je, feignant une tristesse théâtrale. Et elle m'a laissé quelque chose. Quelque chose de tout à fait inattendu qui, ironiquement, change absolument tout ce soir. Je vis la sueur perler sur le front de Thomas. Il ne savait pas ce qui arrivait, mais son instinct d'avocat lui hurlait que le danger était imminent. Figurez-vous que ma tante, que mon mari considérait comme une vieille folle sans le sou, possédait une modeste collection d'art. Des tableaux qu'elle gardait dans son appartement. Des souvenirs de sa jeunesse à Paris, disait-elle. Je fis une pause, savourant l'instant. J'ai récemment fait appel à des experts pour une première évaluation, juste pour les assurances, vous comprenez. Je me tournai vers Thomas, un sourire narquois aux lèvres. Et les experts ont estimé la valeur de cette petite collection, laissez-moi me souvenir du chiffre exact.
Je tapotais mon menton, comme si je cherchais dans ma mémoire. Ah oui. 20 millions d'euros. Un murmure collectif parcourut la salle, comme une onde de choc. 20 millions. Le chiffre flotta dans l'air, irréel. Je vis la mâchoire de Thomas se décrocher. Sophie, à côté de lui, avait les yeux écarquillés, un mélange d'incrédulité et de convoitise pure. Mais ce n'est pas tout, ajoutai-je, ma voix se faisant plus douce, plus venimeuse. Ce n'est même pas la meilleure partie. Tous les regards étaient fixés sur moi. Je les tenais. Ma tante Hélène était une femme d'une intelligence remarquable. Elle avait un sixième sens pour, comment dire, déceler la fragilité de certains engagements. Elle avait vu clair dans notre couple bien avant moi. Je sortis une feuille de papier pliée de mon sac à main. C'était une copie de l'extrait clé du testament. Son testament, rédigé par un notaire très compétent, précise une chose très importante. C'est un point de droit que même un avocat brillant comme mon mari devrait comprendre. Je dépliai lentement le papier. Il est stipulé, en termes très clairs, que cet héritage de 20 millions d'euros me revient en biens propres. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon juridique, cela signifie que cet argent et ses œuvres sont à moi, et uniquement à moi. Ils sont totalement exclus de la communauté de biens du mariage. Je levai les yeux du papier pour les regarder. Le visage de Sophie était passé du rouge de la suffisance au blanc de la fureur. Son plan venait de voler en éclats. Le « bon parti » qu'elle pensait avoir hameçonné venait de perdre l'accès à une fortune colossale. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi je dis que votre annonce tombe à pic, dis-je en m'adressant directement à Thomas, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 minutes. Grâce à ta décision de me quitter ce soir, grâce à ton besoin irrépressible de m'humilier publiquement, tu viens de me garantir de pouvoir profiter de ma nouvelle fortune, seule. Sans avoir à la partager avec un mari infidèle et calculateur. Le mot « infidèle » claqua dans l'air comme un coup de fouet. Je l'avais enfin dit. J'avais mis un nom sur sa trahison. Ce n'était plus une histoire d'amour romantique. C'était une sordide affaire d'adultère. Et ce n'était que le début de ma vengeance. La soirée était loin, très loin d'être terminée. Thomas, retrouvant un semblant de contenance, tenta de reprendre le contrôle. « Chloé, je pense que cette discussion devrait avoir lieu en privé, dit-il d'une voix qu'il voulait autoritaire mais qui tremblait légèrement. Je ris. Un rire clair et sonore qui surprit tout le monde, y compris moi-même. En privé ? Mais enfin, Thomas, c'est toi qui as choisi de transformer notre vie privée en spectacle public. C'est toi qui as invité tous nos amis pour assister à mon humiliation. Tu ne peux pas maintenant, simplement parce que le spectacle ne te plaît plus, vouloir baisser le rideau. Les acteurs sont en place, le public est captif. Le deuxième acte ne fait que commencer. Mon assurance le cloua sur place. C'est à ce moment-là qu'une voix s'éleva de la table où étaient assis nos amis banquiers. C'était David, un ami de longue date, un homme habituellement discret et mesuré. Il se leva, son visage grave. « Thomas, je suis ton ami depuis 20 ans, commença-t-il, mais ce que tu fais ce soir est indigne. » Et Chloé, il se tourna vers moi, « Je crois qu'il est temps que tu saches toute la vérité. » Une nouvelle vague de murmures parcourut la salle. Qu'est-ce que David pouvait bien savoir ? Il y a environ 2 mois, continua David, son regard se posant durement sur Sophie, mademoiselle ici présente a pris rendez-vous avec moi à la banque. Officiellement, pour des conseils en investissement. Il marqua une pause. Mais très vite, la conversation a dévié. Elle ne m'a pas posé de questions sur les marchés financiers. Elle m'a posé des questions très précises sur les procédures de divorce, sur le partage des biens, et plus spécifiquement, sur la manière dont un héritage conséquent, reçu pendant le mariage, serait traité par un juge aux affaires familiales. Le sang quitta le visage de Sophie. Elle secoua la tête, balbutiant « Ce n'est pas vrai ?» Aussi, c'est tout à fait vrai, rétorqua David, imperturbable. Tu voulais savoir si l'héritage potentiel de la tante de Chloé pouvait, d'une manière ou d'une autre, tomber dans la communauté. Tu prenais des notes, comme une avocate préparant un dossier. Ton seul intérêt était l'argent, Sophie. L'argent de Chloé. L'accusation était si directe, si factuelle, qu'elle laissa Sophie sans voix. Mais ce n'était pas fini. Valérie,
ma chère amie et collègue de la galerie, se leva à son tour. Elle a fait la même chose avec moi, dit-elle, sa voix claire et forte. Elle est venue à la galerie il y a 3 mois, se faisant passer pour une riche collectionneuse. Elle voulait tout savoir. Tes revenus, tes projets, tes finances, et elle n'arrêtait pas de poser des questions sur ta tante Hélène. Est-elle très malade, a-t-elle d'autres héritiers? J'ai trouvé ça étrange, mais je n'avais pas compris. Maintenant, je comprends. Tu n'étais pas intéressée par l'art, Sophie. Tu faisais une estimation de ta future prise. Le portrait de la femme amoureuse et spontanée que Thomas avait peint volait en éclats, pièce par pièce, révélant la calculatrice froide et avide qu'elle était vraiment. Thomas la regardait maintenant avec un dégoût non dissimulé. Il comprenait. Il comprenait qu'il n'avait été qu'un pion, un moyen d'accéder à une fortune qu'elle convoitait. Son « grand amour » n'était qu'une transaction financière. Je jubilais intérieurement. Je n'avais même pas eu besoin de me battre seule. Mes vrais amis, ceux qui me connaissaient et m'aimaient vraiment, se levaient pour moi, pour la vérité. La solidarité inattendue de David et Valérie me toucha profondément et renforça ma résolution. La fête de Thomas se transformait en son procès public. Et le jury, composé de nos amis, venait de rendre son verdict sur sa complice. Mais il ne savait pas encore que j'avais gardé le meilleur pour la fin, et que mes propres témoins n'étaient pas encore entrés en scène. Alors que Thomas et Sophie étaient acculés, blêmes et silencieux, sous le poids des révélations, un serveur s'approcha discrètement de moi. « Madame, les personnes que vous attendiez sont arrivées. » Je lui fis un signe de tête. « Faites-les entrer, s'il vous plaît. » Thomas me lança un regard interrogateur. « Quels invités ? » Tous nos amis sont déjà là. Pas tous nos amis, Thomas, répondis-je avec un sourire énigmatique. Juste quelques conseillers personnels que j'ai pris la liberté d'inviter pour cette occasion si spéciale. Les grandes portes du salon privé s'ouvrirent. 3 personnes entrèrent, leur démarche calme et professionnelle contrastant violemment avec l'atmosphère électrique de la pièce. Le premier était Maître Dubois, un notaire réputé de Lyon, un homme d'une 60aine d'années à l'allure sévère. Il était surtout l'exécuteur testamentaire de ma tante Hélène. La seconde était une femme élégante, Madame Girard, que beaucoup dans la salle reconnurent immédiatement comme l'une des plus grandes expertes en art de France. Ses estimations faisaient la une des journaux spécialisés. Le troisième était un homme plus jeune, carnet et stylo à la main, que personne ne connaissait. Je pris la parole, ma voix emplie d'une nouvelle autorité. Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter. Voici Maître Dubois, qui non seulement s'est occupé de la succession de ma tante, mais qui va également superviser les aspects les plus délicats de mon futur divorce. Le mot « délicat » fit tressaillir Thomas. Voici Madame Girard, continuai-je, qui est ici pour apporter quelques précisions sur la valeur réelle de l'héritage en question. Il semble que ma première estimation était un peu modeste. L'anticipation dans la salle était à son comble. Et enfin, voici Monsieur Perrin. Il est journaliste au Progrès. Il prépare un article de fond sur les nouvelles formes de conflits matrimoniaux dans les milieux aisés. Il a trouvé notre petite soirée particulièrement instructive. Si un regard pouvait tuer, celui que Thomas me lança m'aurait foudroyé sur place. Un journaliste. C'était le coup de grâce pour sa réputation. Tu n'as pas le droit, siffla-t-il entre ses dents. Le droit, répétai-je, haussant un sourcil. C'est une question intéressante, venant de toi. Avais-tu le droit de me mentir pendant des mois? Avais-tu le droit de bafouer 15 ans de mariage? Avais-tu le droit de m'humilier devant ma propre mère? J'ai tous les droits, Thomas. Ceux que tu m'as donnés ce soir. Maître Dubois s'avança. Monsieur, dit-il en s'adressant à Thomas d'une voix glaciale, je dois vous informer que ma cliente, madame, dispose d'un dossier d'une solidité à toute épreuve. L'adultère est prouvé, le préjudice moral est flagrant et public. Dans le cadre d'un divorce pour faute exclusive à vos torts, vous risquez de perdre bien plus que la moitié de vos biens personnels. Sans parler des conséquences sur votre carrière au barreau. C'est alors que Madame Girard ouvrit son dossier, créant un silence encore plus profond. Elle sortit une série de photographies. L'estimation initiale de 20 millions d'euros était basée sur l'inventaire rapide pour l'assurance, dit-elle. Depuis, nous avons fait des recherches plus approfondies.
Elle leva une photo. Ce tableau, par exemple, que Madame Hélène gardait dans son entrée, est un Monet. Une marine de sa période normande, considérée comme perdue depuis 1945. À lui seul, il est estimé à plus de 15 millions d'euros. Un hoquet de stupeur secoua l'assemblée. 15 millions. Pour un seul tableau. L'ampleur de la fortune était inimaginable. Et je savais, en voyant le visage de Madame Girard, qu'elle n'avait pas encore tout dit. Le cauchemar de Thomas ne faisait que s'intensifier. Madame Girard continua son inventaire d'une voix calme et professionnelle, chaque mot ajoutant un clou au cercueil des espoirs de Thomas et Sophie. En plus du Monet, nous avons identifié 3 dessins de Picasso datant de sa période bleue, une nature morte de Cézanne, ainsi qu'une collection de correspondances inédites entre votre tante et plusieurs grands artistes de son époque, ce qui donne à la collection une valeur historique inestimable. Elle referma son dossier avec un bruit sec. Après une analyse plus poussée et en tenant compte du caractère exceptionnel de ces pièces, notre nouvelle estimation de la valeur totale de la collection n'est pas de 20 millions. Elle avoisine les 35 millions d'euros. 35 millions. Le chiffre était si vertigineux qu'il en devenait absurde. Je vis Sophie chanceler, s'agrippant au bras de Thomas comme à une bouée de sauvetage. Mais le navire Thomas était en train de couler, et il l'entraînait avec lui. Et ce n'est pas tout, intervint Maître Dubois, l'exécuteur testamentaire. Son timing était parfait. Madame Hélène avait une grande méfiance envers les hommes qu'elle jugeait opportunistes. Son regard se posa sur Thomas. Elle a donc inclus un codicile manuscrit à son testament, une clause de protection. Il sortit un autre document. Ce codicile stipule que si, dans les 5 ans suivant son décès, sa nièce bien-aimée devait subir un divorce initié par la faute prouvée de son conjoint, un fonds fiduciaire supplémentaire de 5 millions d'euros, placé en Suisse, lui serait immédiatement débloqué. Pour, je cite, l'aider à se reconstruire après la déception. 40 millions d'euros. Au total. Une fortune qui m'était destinée, protégée par la prévoyance et l'amour d'une femme qui avait tout compris. Le journaliste, Monsieur Perrin, s'approcha alors de Thomas, son stylo prêt. Monsieur, une réaction? C'est une histoire incroyable. L'avocat d'affaires trompant sa femme, qui hérite d'une fortune colossale grâce à la clause anti-divorce de sa tante. Nos lecteurs vont adorer. Ce fut trop pour Thomas. La fureur et l'humiliation déformèrent ses traits. Assez, hurla-t-il. Il attrapa violemment le bras de Sophie. On s'en va. Elle le suivit sans un mot, le visage défait, son rêve de richesse et de statut social s'étant évaporé en quelques minutes. Ils se dirigèrent vers la sortie, traversant une mer de visages silencieux qui les jugeaient. Juste avant de franchir la porte, Thomas se retourna une dernière fois. Son regard était rempli d'une haine pure. « Tu crois que tu as gagné, Chloé ?» cracha-t-il. « Tu crois que cet argent te rendra heureuse ? Tu resteras toujours la même femme ennuyeuse et prévisible que j'ai quittée. » Je le regardai calmement, sans plus aucune colère. Juste une immense pitié. Peut-être, Thomas. Mais je préfère être ennuyeuse et riche, que pathétique et ruinée. Bon vent. Il claqua la porte si fort que les verres tremblèrent sur les tables. Un silence gêné plana pendant une seconde. Puis, ma meilleure amie leva son verre et dit d'une voix forte, « Bon débarras !» Et toute la salle éclata de rires et d'applaudissements. Cette fois, ils étaient pour moi. La fête, sa fête, venait de devenir la mienne. C'était la célébration de ma libération. La soirée se poursuivit dans une ambiance euphorique. Le champagne coulait à flots, mais cette fois, c'était pour fêter mon avenir. Mes amis m'entouraient, me félicitaient pour mon courage. Ma mère m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux, mais c'étaient des larmes de fierté. Ton père aurait été si fier de toi, me chuchota-t-elle. Ces mots valaient pour moi plus que tous les millions du monde. Je me sentais renaître de mes cendres. Mais je ne savais pas encore que les conséquences de cette soirée allaient dépasser de loin les murs de ce restaurant, et que le destin réservait encore quelques surprises tragicomiques à mes 2 anciens bourreaux. Les jours qui suivirent cette soirée mémorable furent un véritable tourbillon. L'article de Monsieur Perrin dans Le Progrès fit l'effet d'une bombe. Il était en première page de l'édition locale, avec un titre accrocheur. À Lyon,
la fête de divorce tourne au triomphe pour l'épouse bafouée, une histoire à 40 millions d'euros. L'histoire est devenue virale. J'étais soudainement cette figure de la femme trompée qui avait non seulement survécu, mais qui avait transformé son humiliation en un triomphe spectaculaire. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, des journalistes, des producteurs de télévision, et même des maisons d'édition. Pendant que je naviguais dans cette nouvelle célébrité, le monde de Thomas, lui, s'effondrait. L'article avait mis en lumière sa conduite, et le barreau de Lyon n'appréciait pas ce genre de publicité. Une enquête interne fut ouverte, non pas sur son adultère, mais sur son éthique professionnelle. L'histoire de la fête avait incité certains anciens clients mécontents à parler, et des rumeurs d'arrangements financiers douteux et de conflits d'intérêts commencèrent à remonter à la surface. Sa réputation, autrefois impeccable, était en lambeaux. Ses associés prenaient leur distance. Il était devenu un paria. Mais le coup le plus savoureux ne vint pas de moi, ni du barreau. Il vint de Sophie. Ou plutôt, de son passé. Une semaine après la fête, ma meilleure amie m'appela, morte de rire. « Chloé, tu ne devineras jamais. Assieds-toi. » Elle avait entendu une rumeur par une connaissance qui travaillait au palais de justice. Une rumeur si incroyable que nous avons dû la vérifier. Et c'était vrai. Sophie, la future femme de Thomas, n'était pas divorcée. Elle était simplement séparée. Son mari, un certain monsieur Moreau, un riche entrepreneur dans le BTP à Marseille, n'avait jamais finalisé les papiers du divorce. Pourquoi? Parce que c'était un homme à l'ancienne, qui considérait le mariage comme sacré, même un mariage raté. Et il était surtout connu pour son caractère explosif. Apparemment, des amis bien intentionnés lui avaient fait parvenir l'article du journal. Découvrir que sa femme, non encore divorcée, était publiquement présentée comme la future épouse d'un autre homme, un avocat lyonnais, l'avait mis dans une rage folle. Ce qui devait arriver arriva. Un après-midi, alors que Thomas sortait de son cabinet, la mine sombre, une grosse berline noire s'arrêta brusquement. Monsieur Moreau en sortit. D'après les témoins, la conversation fut brève. Elle se termina par un coup de poing magistral qui envoya Thomas s'étaler sur le trottoir, le nez en sang. La scène, bien sûr, fut immortalisée par des passants et les photos firent le tour d'Internet en quelques heures. Thomas, l'avocat d'affaires arrogant, était devenu un mème, le cliché de l'amant pris la main dans le sac, recevant sa punition. Son humiliation était désormais totale. Non seulement il avait perdu sa femme, sa réputation et une fortune, mais il venait de perdre sa dignité de la manière la plus physique et la plus publique qui soit. On dit que le karma est une chose terrible. En voyant ces photos, je ne pus m'empêcher de penser que parfois, il avait un sens de l'humour assez exquis. L'empire que Thomas avait mis des années à construire s'était effondré en moins de 2 semaines. Et tout avait commencé par une simple fête surprise. Mais alors que son monde se détruisait, le mien était en pleine reconstruction, et j'allais bientôt devoir faire face à une dernière conversation, la plus inattendue de toutes. Quelques mois s'étaient écoulés. Le tumulte médiatique s'était calmé. J'avais engagé des professionnels pour gérer la succession et j'avais commencé à esquisser les plans de ma nouvelle vie. J'avais décidé de ne pas vendre la collection de ma tante, mais de créer une fondation en son nom pour aider les jeunes artistes. C'était une façon de donner un sens à cette fortune tombée du ciel et d'honorer la mémoire de cette femme exceptionnelle qui m'avait sauvé sans même le savoir. Un matin, je reçus un appel d'un numéro inconnu. J'hésitai, puis je décrochai. C'était une voix de femme, brisée, à peine reconnaissable. « Chloé !»« C'est Sophie. » J'eus un haut le cœur. Que pouvait-elle bien me vouloir? « Qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je froidement. « Je voudrais te voir, dit-elle en sanglotant. Juste 1 heure. Pour m'excuser. Pour tout expliquer. S'il te plaît. » Quelque chose dans sa détresse sonnait vrai. Contre toute attente, ma curiosité l'emporta sur ma colère. J'acceptai de la rencontrer dans un café discret, loin du centre-ville. La femme qui arriva n'avait rien à voir avec la bombe sensuelle en robe rouge de la soirée. C'était une épave. Sans maquillage, les yeux bouffis de larmes, vêtue d'un simple jean et d'un pull gris. Elle avait vieilli de 10 ans. « Merci d'être venue, dit-elle d'une petite voix. Je sais que je ne mérite pas ton temps. »
Elle me raconta tout, sans chercher d'excuses. Elle m'avoua que son approche de Thomas avait été, au début, purement calculée. Elle avait vu en lui un tremplin social et financier. Mais elle me jura que, contre toute attente, elle était tombée amoureuse. C'était la première fois de ma vie, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Il était différent avec moi. Il était drôle, vulnérable. Il se plaignait de votre mariage, de la distance entre vous. Il souffrait, Chloé. Je le voyais. Ces mots me firent mal. Avais-je été si aveugle à sa souffrance? Cette soirée, continua-t-elle, cette mise en scène horrible, c'était mon idée. Totalement. Thomas voulait te parler en privé, faire les choses proprement. Mais j'avais peur. Peur qu'il change d'avis, qu'il recule. Je voulais le forcer à choisir, à brûler les ponts. J'ai manipulé son ego, je l'ai convaincu que c'était une démonstration de force, de passion. J'ai été un monstre. Elle me raconta ensuite la suite de son histoire. Son mari l'avait reprise, non par amour, mais par orgueil. Il contrôlait sa vie, son argent, ses sorties. Elle était passée d'une cage dorée à une autre. Thomas, lui, ne voulait plus jamais lui parler, la blâmant pour la destruction de sa vie. Elle avait tout perdu, tout comme lui. En l'écoutant, ma haine s'estompait, remplacée par une sorte de pitié lasse. Elle n'était pas le diable. C'était juste une femme faible, perdue, qui avait fait des choix terribles par peur et par ambition. Avant de partir, elle ajouta une dernière chose. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Malgré tout ce qu'il a fait, malgré sa colère, Thomas t'aime encore. Quand il parlait de toi, même pour se plaindre, il y avait quelque chose dans sa voix, une sorte de respect, de nostalgie. Je n'étais qu'une distraction. Sa vraie vie, c'était avec toi. Elle partit, me laissant seule avec mes pensées. Ses paroles avaient semé le doute dans mon esprit. La haine est une émotion simple. Mais la réalité, elle, est toujours beaucoup plus complexe. Je commençais à comprendre que pour vraiment tourner la page, je devais non seulement reconstruire mon avenir, mais aussi faire la paix avec mon passé, et avec l'homme qui l'avait partagé. Mais étais-je prête à lui faire face une dernière fois? La conversation avec Sophie m'avait profondément troublée. Quelques semaines plus tard, j'ai pris une décision difficile, j'ai accepté de rencontrer Thomas. Pas par amour, ni par espoir de réconciliation, mais par besoin de clôture. Nous nous sommes retrouvés dans le bureau de son nouvel avocat, un lieu neutre et froid. L'homme qui était assis en face de moi n'était plus le prédateur arrogant de la soirée. C'était un homme brisé. Il avait maigri, des cernes profonds creusaient ses yeux. Il me parla longuement, sans chercher à se justifier. Il reconnut sa lâcheté, sa stupidité, son ego démesuré. Il admit avoir été aveuglé, non pas tant par amour pour Sophie que par l'illusion de revivre sa jeunesse, d'échapper à la routine et aux responsabilités de la vie d'adulte. Il me tendit une enveloppe. « Je voulais te donner ça, dit-il. Je les ai relus des dizaines de fois. J'aurais dû les écouter. » C'étaient les lettres de ma tante Hélène. 3 lettres qu'elle lui avait écrites dans les derniers mois de sa vie. Elle avait tout vu, tout compris. Dans la première, elle le mettait en garde contre la distance qui s'installait entre nous. Dans la deuxième, elle lui disait qu'elle savait qu'il y avait une autre femme, et le suppliait de me traiter avec respect. Dans la dernière, écrite une semaine avant sa mort, elle lui disait « Ma nièce est une femme exceptionnelle. Si un jour tu réalises ton erreur, n'aie pas honte de le lui dire. L'orgueil est le poison de l'amour. » Les larmes me sont montées aux yeux. Même après sa mort, ma tante veillait encore sur moi. « Je ne te demande pas de me pardonner, Chloé, dit Thomas, la voix rauque. Ce serait trop demandé. Je te demande juste de ne pas me haïr. Je veux juste que tu saches que malgré le désastre que j'ai provoqué, les 15 années passées avec toi ont été les plus belles de ma vie. C'est moi qui ai tout gâché. Ce jour-là, nous avons signé les papiers du divorce par consentement mutuel. Il a renoncé à toute prétention sur nos biens communs. Il voulait repartir de zéro. En partant, il s'est retourné. Sois heureuse, Chloé. Tu le mérites plus que quiconque. Et je l'ai été. Heureuse. Apparemment, des amis bien intentionnés lui avaient fait parvenir l'article du journal.
Découvrir que sa femme, non encore divorcée, était publiquement présentée comme la future épouse d'un autre homme, un avocat lyonnais, l'avait mis dans une rage folle. Ce qui devait arriver arriva. Un après-midi, alors que Thomas sortait de son cabinet, la mine sombre, une grosse berline noire s'arrêta brusquement. Monsieur Moreau en sortit. D'après les témoins, la conversation fut brève. Elle se termina par un coup de poing magistral qui envoya Thomas s'étaler sur le trottoir, le nez en sang. La scène, bien sûr, fut immortalisée par des passants et les photos firent le tour d'Internet en quelques heures. Thomas, l'avocat d'affaires arrogant, était devenu un mème, le cliché de l'amant pris la main dans le sac, recevant sa punition. Son humiliation était désormais totale. Non seulement il avait perdu sa femme, sa réputation et une fortune, mais il venait de perdre sa dignité de la manière la plus physique et la plus publique qui soit. On dit que le karma est une chose terrible. En voyant ces photos, je ne pus m'empêcher de penser que parfois, il avait un sens de l'humour assez exquis. L'empire que Thomas avait mis des années à construire s'était effondré en moins de 2 semaines. Et tout avait commencé par une simple fête surprise. Mais alors que son monde se détruisait, le mien était en pleine reconstruction, et j'allais bientôt devoir faire face à une dernière conversation, la plus inattendue de toutes. Quelques mois s'étaient écoulés. Le tumulte médiatique s'était calmé. J'avais engagé des professionnels pour gérer la succession et j'avais commencé à esquisser les plans de ma nouvelle vie. J'avais décidé de ne pas vendre la collection de ma tante, mais de créer une fondation en son nom pour aider les jeunes artistes. C'était une façon de donner un sens à cette fortune tombée du ciel et d'honorer la mémoire de cette femme exceptionnelle qui m'avait sauvé sans même le savoir. Un matin, je reçus un appel d'un numéro inconnu. J'hésitai, puis je décrochai. C'était une voix de femme, brisée, à peine reconnaissable. Chloé. C'est Sophie. J'eus un haut le cœur. Que pouvait-elle bien me vouloir? Qu'est-ce que tu veux? Demandai-je froidement. Je voudrais te voir, dit-elle en sanglotant. Juste 1 heure. Pour m'excuser. Pour tout expliquer. S'il te plaît. Quelque chose dans sa détresse sonnait vrai. Contre toute attente, ma curiosité l'emporta sur ma colère. J'acceptai de la rencontrer dans un café discret, loin du centre-ville. La femme qui arriva n'avait rien à voir avec la bombe sensuelle en robe rouge de la soirée. C'était une épave. Sans maquillage, les yeux bouffis de larmes, vêtue d'un simple jean et d'un pull gris. Elle avait vieilli de 10 ans. Merci d'être venue, dit-elle d'une petite voix. Je sais que je ne mérite pas ton temps. Elle me raconta tout, sans chercher d'excuses. Elle m'avoua que son approche de Thomas avait été, au début, purement calculée. Elle avait vu en lui un tremplin social et financier. Mais elle me jura que, contre toute attente, elle était tombée amoureuse. C'était la première fois de ma vie, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Il était différent avec moi. Il était drôle, vulnérable. Il se plaignait de votre mariage, de la distance entre vous. Il souffrait, Chloé. Je le voyais. Ces mots me firent mal. Avais-je été si aveugle à sa souffrance? Cette soirée, continua-t-elle, cette mise en scène horrible, c'était mon idée. Totalement. Thomas voulait te parler en privé, faire les choses proprement. Mais j'avais peur. Peur qu'il change d'avis, qu'il recule. Je voulais le forcer à choisir, à brûler les ponts. J'ai manipulé son ego, je l'ai convaincu que c'était une démonstration de force, de passion. J'ai été un monstre. Elle me raconta ensuite la suite de son histoire. Son mari l'avait reprise, non par amour, mais par orgueil. Il contrôlait sa vie, son argent, ses sorties. Elle était passée d'une cage dorée à une autre. Thomas, lui, ne voulait plus jamais lui parler, la blâmant pour la destruction de sa vie. Elle avait tout perdu, tout comme lui. En l'écoutant, ma haine s'estompait, remplacée par une sorte de pitié lasse. Elle n'était pas le diable. C'était juste une femme faible, perdue, qui avait fait des choix terribles par peur et par ambition. Avant de partir, elle ajouta une dernière chose. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Malgré tout ce qu'il a fait, malgré sa colère, Thomas t'aime encore. Quand il parlait de toi, même pour se plaindre, il y avait quelque chose dans sa voix, une sorte de respect, de nostalgie.
Je n'étais qu'une distraction. Sa vraie vie, c'était avec toi. Elle partit, me laissant seule avec mes pensées. Ces paroles avaient semé le doute dans mon esprit. La haine est une émotion simple. Mais la réalité, elle, est toujours beaucoup plus complexe. Je commençais à comprendre que pour vraiment tourner la page, je devais non seulement reconstruire mon avenir, mais aussi faire la paix avec mon passé, et avec l'homme qui l'avait partagé. Mais étais-je prête à lui faire face une dernière fois? La conversation avec Sophie m'avait profondément troublée. Quelques semaines plus tard, j'ai pris une décision difficile, j'ai accepté de rencontrer Thomas. Pas par amour, ni par espoir de réconciliation, mais par besoin de clôture. Nous nous sommes retrouvés dans le bureau de son nouvel avocat, un lieu neutre et froid. L'homme qui était assis en face de moi n'était plus le prédateur arrogant de la soirée. C'était un homme brisé. Il avait maigri, des cernes profonds creusaient ses yeux. Il me parla longuement, sans chercher à se justifier. Il reconnut sa lâcheté, sa stupidité, son ego démesuré. Il admit avoir été aveuglé, non pas tant par amour pour Sophie que par l'illusion de revivre sa jeunesse, d'échapper à la routine et aux responsabilités de la vie d'adulte. Il me tendit une enveloppe. « Je voulais te donner ça, dit-il. Je les ai relus des dizaines de fois. J'aurais dû les écouter. » C'étaient les lettres de ma tante Hélène. 3 lettres qu'elle lui avait écrites dans les derniers mois de sa vie. Elle avait tout vu, tout compris. Dans la première, elle le mettait en garde contre la distance qui s'installait entre nous. Dans la deuxième, elle lui disait qu'elle savait qu'il y avait une autre femme, et le suppliait de me traiter avec respect. Dans la dernière, écrite une semaine avant sa mort, elle lui disait « Ma nièce est une femme exceptionnelle. Si un jour tu réalises ton erreur, n'aie pas honte de le lui dire. L'orgueil est le poison de l'amour. » Les larmes me sont montées aux yeux. Même après sa mort, ma tante veillait encore sur moi. « Je ne te demande pas de me pardonner, Chloé, dit Thomas, la voix rauque. Ce serait trop demandé. Je te demande juste de ne pas me haïr. Je veux juste que tu saches que malgré le désastre que j'ai provoqué, les 15 années passées avec toi ont été les plus belles de ma vie. C'est moi qui ai tout gâché. Ce jour-là, nous avons signé les papiers du divorce par consentement mutuel. Il a renoncé à toute prétention sur nos biens communs. Il voulait repartir de zéro. En partant, il s'est retourné. Sois heureuse, Chloé. Tu le mérites plus que quiconque. Et je l'ai été. Heureuse.